Bonsoir. Madame la conseillère régionale, Madame la conseillère départementale, Madame le conseiller municipal délégué, Monsieur le conseiller municipal, Mesdames et Messieurs les partenaires associatifs, Mesdames et Messieurs. Bienvenue à l'hôtel de ville de Grenoble, en cette journée mondiale de lutte contre les LGBT-phobies. En 2016, il est temps de faire un bilan de l'avancée des droits des personnes LGBTI, une avancée de nos droits. Il est temps, car l'an prochain, en mai 2017, les élections présidentielles seront passées. Les élections législatives suivront au mois de juin. Quelles avancées depuis 2012? La France fait aujourd'hui partie des 17 pays qui ont autorisé le mariage pour tous et pour toutes. Le droit à l'adoption est également acquis. Cependant, je reprends la question. Sommes-nous libres de vivre nos droits? Et ces nouveaux droits en particulier? Depuis la loi sur le mariage, certains maires adjoints refusent encore, même si ces cas sont très rares, de célébrer des unions entre deux personnes de même sexe, soi-disant pour des raisons de conscience. Or, la conscience d'un élu local est bien de faire respecter une loi qui donne des droits nouveaux aux personnes. Pour l'adoption, il semble encore difficile pour les couples de même sexe de pouvoir avoir accès à l'adoption plénière, tant le parcours est long, fastidieux. Pourtant, pour les enfants dont un seul des parents est le parent légal, une simple reconnaissance en mairie par l'autre parent peut être une solution simple, efficace, qui permettrait à l'enfant d'avoir le droit à la protection officielle de ses deux parents. Car c'est bien là l'intérêt de l'enfant que nous cherchons. Autre revendication, le droit à la PMA pour tous. Depuis la loi Taubira, cette question n'est qu'un peu portée par la représentation nationale. Les groupes de pression anti-égalité y sont sans doute pour beaucoup. Tant d'amalgame, tant de haine des droites les plus extrêmes, des intégristes de tous bords. Ainsi, la frilosité pour progresser encore vers l'égalité est bien réelle. Le mot genre, par exemple, est absent des nouveaux programmes de l'école primaire. Or, l'égalité, ce n'est pas une théorie des genres fantasmée. C'est au contraire lever les stéréotypes qui, dès le plus jeune âge, pour permettre aux enfants de se construire sans représentation erronée et inégalitaire des genres, sans subir la pression d'un moule normatif qui ne peut peut-être pas y convenir. Cette éducation à l'égalité concerne tous les types de discrimination, qu'elles soient LGBT-phobes, mais également sexistes ou racistes. D'autres droits sont également à acquérir. Qu'en est-il aujourd'hui des droits des personnes trans? Les violences institutionnelles que subissent ces personnes sont nombreuses. Parcours médical, stérilisation forcée, labyrinthe judiciaire, peu de chirurgiens spécialisés. De toute évidence, une loi sur le changement d'état civil est nécessaire et urgente. Cette loi doit permettre aux personnes trans d'accéder à des papiers conformes à leur identité de genre de façon simple, rapide, déjudiciarisée et démédicalisée. Certains parlementaires se sont déjà engagés en votant la résolution 2048 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe le 22 avril 2015 qui proscrit l'obligation de soumission à toute demande de stérilisation ou autres traitements médicaux dans les procédures de changement d'état civil. Il est donc temps que les législateurs et le gouvernement prennent leurs responsabilités et appliquent en France ce qu'ils proposent pour l'Europe. Au niveau local, nous devons, nous, élus locaux, nous mobiliser pour les droits des personnes LGBTI. À Grenoble, nous le sommes. Il y a un an, M. le maire a signé la charte européenne pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale. Cette charte comporte un article qui impose également la mise en place de dispositifs contre toutes les discriminations. En France, ces discriminations sont au nombre de 20 reconnues par la loi, dont celles liées à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre. Ainsi, la ville de Grenoble se mobilise non seulement en interne pour les agents de la ville et du CCAS, en adaptant des procédures d'alerte, de formation, d'accompagnement, avec notamment l'édition d'un livre d'égalité au travail, mais également en soutenant des partenaires institutionnels et associatifs. Car hélas, j'ai été alerté à plusieurs reprises de cas de LGBT-phobie subis principalement par les jeunes. C'est pour cela que nous travaillons conjointement avec les associations du centre LGBT de Grenoble, comme SOS Homophobie ou le Refuge, dont nous soutenons la création d'une future antenne à Grenoble. Le soutien de la ville de Grenoble à ces associations est sans faille. Je lui réengage ce jour au nom de la municipalité. Les personnes LGBTI
ont-elles alors les mêmes droits que les hétérosexuels? Non, pas encore. C'est pour ça qu'il faut toujours se mobiliser, encore se mobiliser. Sommes-nous libres de vivre nos droits acquis? Non, pas encore. Les LGBT-phobies, comme les discriminations involontaires, existent toujours dans le quotidien, au travail, à l'école. Cela rend toujours nécessaire la visibilité des personnes LGBTI, que ce soit dans les marches des fiertés, comme celle que nous allons vivre dans 10 jours, lors de festivals culturels comme Vue d'en face à Grenoble, au sein des associations LGBTI, au sein des associations de lutte contre le VIH-Sida, puisque la population gay est particulièrement touchée, mais également particulièrement mobilisée contre la sérophobie et contre les LGBT-phobies. Enfin, rappelons que nous avons des droits en tant que personnes LGBT, mais également des devoirs. Nous faisons partie de la société, nous avons le droit d'en faire partie entièrement, sans discrimination. Mais nous avons aussi le devoir de faire société et de la faire évoluer. L'égalité des droits, que ce soit pour les personnes LGBTI, que ce soit pour les femmes, que ce soit pour les personnes étrangères, profite à toute la société, car elle permet d'éduquer, de protéger, d'accompagner, de créer du lien social, de meilleurs remparts contre les discriminations. Les différences sont toujours une richesse, jamais un danger. Les revendications sur les droits des personnes LGBTI sont légitimes, justes, humanistes et universelles. Dans certains pays, les droits reculent jusqu'au meurtre institutionnalisé des personnes LGBTI. Aussi, les revendications que nous portons sont simples particulièrement en France, car elles sont la base même de notre République. Liberté, égalité, fraternité. Liberté d'être, quelle que soit notre orientation sexuelle ou notre identité de genre. Égalité, les mêmes droits pour tous et toutes, ni plus ni moins. Fraternité, dans la richesse de nos différences. C'est donc cette année, en cette journée mondiale de lutte contre les LGBT-phobies, avec toujours le même plaisir, et soyez-en assurés, avec le même engagement, que je vous accueille au nom de Monsieur le maire Éric Piolle, de la municipalité, du conseil municipal, de l'ensemble des Grenobloises et Grenoblois dans la maison commune pour ces 2 semaines de fierté. Bienvenue à vous. SOS homophobie. Le centre LGBTI de Grenoble. Madame la conseillère régionale, Madame la conseillère départementale, Mesdames, Messieurs les élus de la ville de Grenoble, Mesdames, Messieurs les associations. Bonjour à toutes et tous et bienvenue à la soirée d'ouverture de la Semaine des fiertés de Grenoble 2016. Après avoir organisé des semaines gays et lesbiennes au début des années 2000, puis des manifestations à l'occasion de la Journée mondiale contre les LGBT-phobies, le Centre LGBTI de Grenoble est fier d'ouvrir aujourd'hui la 3e semaine des fiertés qui se déroulera cette année du 17 au 29 mai. Cette année encore, vous pourrez participer à des événements informatifs, culturels, sportifs, militants et festifs, afin de visibiliser la diversité des identités des lesbiennes, des gays, des bisexuels, des trans et intersexes, et de montrer la richesse qu'elles apportent à l'ensemble de la société. Le mot d'ordre de cette année sonne comme une interrogation. Libres de vivre nos droits? Sommes-nous libres d'aimer qui nous voulons? Sommes-nous libres de vivre des droits, arrachés souvent de haute lutte, dans une société encore sclérosée par le rejet ou la stigmatisation? Sommes-nous libres de faire un enfant librement lorsque nous sommes lesbiennes? Sommes-nous libres d'avoir des papiers conformes à notre identité de genre lorsque nous sommes trans ou intersexes? Sommes-nous libres de ne pas subir de persécutions médicales ou administratives pour ces mêmes raisons? Sommes-nous libres de vivre là où nous le souhaitons lorsque nous sommes persécutés en raison de notre identité de genre ou notre orientation sexuelle
et d'avoir des papiers qui, cette fois, nous permettent de bénéficier de l'asile et de la protection lorsque nous venons dans notre pays où notre vie est menacée? Sommes-nous libres de pouvoir nous marier avec des ressortissants étrangers et d'avoir la reconnaissance? Toutes ces questions attendent des réponses. Le court-métrage que vous allez découvrir dans un instant, proposé par l'association Refuge, qui accueille les jeunes LGBT chassés de leur famille, le rapport annuel de SOS Homophobie, dont le résumé vous sera livré dans la foulée, vous permettront de constater que le chemin à parcourir vers cette liberté et cette sérénité est encore long. Plus que jamais, nous portons donc les revendications politiques et sociales suivantes. L'ouverture de la procréation médicalement assistée pour les lesbiennes, l'arrêt de la stigmatisation des pratiques sexuelles et la réouverture du droit au don du sang pour les gays et les bisexuels. La simplification des procédures judiciaires, médicales, économiques et sociales de changement d'état civil pour les trans et intersexes. L'arrêt des procédures intrusives et biaisées pour la reconnaissance du statut de réfugié des personnes LGBT qui doivent faire face à une répression discriminatoire pouvant aller jusqu'à la peine de mort ou le lynchage dans leur pays d'origine. Une sensibilisation dès le plus jeune âge, la légalité au respect des différences, dans le but d'éviter la stigmatisation des personnes LGBT. Alors, pour porter toutes ces revendications, le Centre LGBT de Grenoble a cette année concocté un programme encore plus riche que celui de l'an passé. Vous pourrez, entre autres, participer à un bal déjanté organisé par les Voix d'Elle et le groupe Pirates dont je promène, demain soir à partir de 19h30 à la salle Mistral. Danser encore lors de la soirée d'initiation de la danse queer organisée par Âge Légal ce jeudi à 19h au local. Réparez votre vélo vous-même, avec l'association Le Petit Vélo dans la tête à partir de vendredi de 16h à 20h. Assister à la projection en partenariat avec Vue d'en face du film Cupcake. Marcher jusqu'au lac Achard. Organisé par Rodolphe, la soirée cabaret, organisée par la Commission communautaire d'asile et le Centre LGBTI. L'apéro des Moumous, organisé par les BIR, ou par Paul Mistral, jeudi 26. La projection débat organisée par Contact Isère et la compagnie Impact, jeudi 26. Pardon. Jeudi 27. Le 26 aura lieu le théâtre forum organisé par elle, et la compagnie Impact à la Bobine. Et enfin, la journée du 28, autour du village associatif, jour où nous marcherons à nouveau fièrement, parce que la fierté, c'est l'antidote de la honte. Suivra la soirée festive à l'Opérage, organisée par le Centre LGBT de Grenoble. Et enfin, pour son côté du pique-nique, ce dimanche, Parc Pompidou. Donc vous pouvez récupérer tous les programmes à la fin. N'hésitez pas aussi d'aller sur la page Facebook ou le site du Centre LGBT de Grenoble. Nous remercions nos partenaires, les commerçants, les associations et organismes sans lesquels cette semaine n'aurait pu avoir lieu, et notamment la ville de Grenoble, la commune de Poisson, deux communes qui souhaitent inclure tous et tous les habitants de l'agglomération, chaque territoire, ceux qui géographiquement ne se retrouvent pas représentés dans d'autres lieux et qui, en l'absence revendiquée de soutien du département et de la région, voient leurs droits acquis mis en péril. Nos revendications se veulent égalitaires et inclusives. Ensemble, luttons contre toutes les exclusions
et toutes les discriminations. Bonne soirée à toutes et tous, et bonne soirée de fierté. Bonsoir, Madame la conseillère régionale, Madame la conseillère départementale, Mesdames et Messieurs les élus de la ville de Grenoble, Mesdames et Messieurs les partenaires associatifs, Mesdames et Messieurs, je ne suis pas du tout habituée à prendre la parole en public, c'est ma première fois. Désolée. Très bien. Donc, je représente le refuge et donc, nous tenons particulièrement à remercier la ville de Grenoble qui tient depuis un peu plus d'un an dans la mise en place d'un refuge ici, le centre Cigale aussi, parce que vous fait beaucoup pour nous et on est très contents qu'il nous ait invités à participer ce soir. Et donc, cette année est un peu particulière parce que la Semaine nationale du refuge coïncide avec la Semaine des fiertés à Grenoble. Et donc, nous avons aussi des événements en parallèle de la Semaine des fiertés et qui vont se rejoindre au final pendant la marche. Ça vous arrive aussi. Vous pouvez nous voir dans les rues tous les jours presque, puisqu'on quête et qu'on renseigne les habitants de Grenoble sur l'association. Et nous avons aussi deux événements, vendredi au Georges et samedi au Café Noir. Vous pouvez bien nous rencontrer, on aura aussi des films, on va et on sera là pour discuter avec vous. Voilà. Alors ça, le refuge devrait ouvrir à Grenoble normalement en juin. Voilà. Bonne soirée. Tu laisses ça comme ça. Voilà, on montre à tout le monde. Regarde, dégueulasse. Tu vois, des morceaux de poisson pourri dans une boîte en alu. Je savais bien que j'allais trouver quelque chose là-dedans. Tu sais que c'est cancérigène, l'aluminium, comme ça, de laisser comme ça dans le frigo, que ça peut t'apporter des bactéries, que tu peux être malade. Est-ce que tu le sais? Les conseils de Mamie Josette. Exactement. Celle que Dylan appelle affectueusement Mamie Josette, c'est Céline, éducatrice spécialisée, salariée ici au Refuge Marseille depuis 2 ans. Le Refuge est une association nationale qui héberge et accompagne partout en France les jeunes homosexuels âgés de 18 à 25 ans, rejetés par leur famille. Tous les jeunes qui sont accueillis ici, ils ont été victimes d'homophobie, soit de par leur famille, soit par leur entourage, soit par leurs voisins, soit par leurs camarades de classe pour certains, soit dans leur milieu professionnel. L'hébergement, c'est de la mise à l'abri temporaire, le temps de trouver quelque chose qui soit plus stable. Il faut que ça suive après au niveau de l'accompagnement. On ne peut pas faire exclusivement de l'hébergement sans finalement, sinon on s'appellerait hôtel, on s'appellerait plus le refuge. Alors Dylan, vous avez vu que j'ai pas eu grand chose à dire à part voilà, quelques trucs à reprendre, des choses de la vie quotidienne. Hein. Mais c'est vrai que pour d'autres jeunes qui sortent à peine du domicile familial, ils savent pas repasser une chemise, ils savent pas comment on range un frigo, ils connaissent pas les mesures d'hygiène élémentaires. Et du coup, mon travail, c'est aussi de les aider à se construire de ce côté-là et de leur apprendre à vivre. Le but, c'est qu'ils puissent vivre en autonomie, seuls, avoir leur propre appartement. Donc si je peux leur donner quelques conseils qui pourront leur servir plus tard, ça serait l'idéal. À 1000 km de là, au refuge de Lille, on retrouve les mêmes préoccupations. Comme dans toutes les antennes du refuge, les jeunes accueillis ici doivent se plier à des règles de vie acceptées par contrat le jour de leur arrivée, et notamment le réveil matinal obligatoire. Tous les matins à 9h, Jean-Baptiste, éducateur spécialisé au refuge de Lille, se rend donc à l'appartement pour s'assurer que cette règle, entre autres, est bien respectée. Oui, ça va. Manu? Il a l'air de se lever. Mais attends, on va raisonner. Mais t'es rentré à quelle heure hier? Bah, moi je suis resté ici, hein. Non mais après t'as bossé ou quoi? Ouais.
Bon, allez, réveille-toi, je te laisse 5 minutes. Ma mission principale, moi, c'est l'accompagnement des jeunes. Donc ça, ce que j'appelle le suivi éducatif, ça me prend 50% de mon temps, au moins. Ça commence le matin par aller à l'appartement pour faire le check-up de l'appartement. Si c'est pas propre, je les aide à nettoyer, ou alors je leur montre comment on nettoie aussi. Et après, on passe un petit temps informel autour de la table, on boit un café, où les jeunes finissent de déjeuner, et là, on fait le point sur la journée, savoir quelles démarches ils doivent faire, et là où je dois les accompagner. On avait parlé au truc transfert. Ouais. Il ne faut pas se le cacher, il y a des moments aussi de tension avec les jeunes, et parfois le jeune s'en va du jour au lendemain sans nous dire pourquoi, et on arrive à l'appartement et le jeune est parti avec sa valise. Et là, pour moi, c'est difficile parce que je me remets en question, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai mal fait ou qu'est-ce qu'on a mal fait pour que le jeune parte? Parfois, c'est l'inverse. Après plusieurs avertissements, un jeune peut exceptionnellement être sanctionné pour non-respect des règles de vie en communauté. Ce matin-là, Jean-Baptiste informe Laurent, le responsable de la délégation de Lille, de l'exclusion définitive du jeune Romain. J'ai proposé mon aide, mais il n'a pas voulu. Il a dit qu'il allait appeler un taxi. Malheureusement, il ne s'est pas plié aux règles dès les premiers jours, en fait. Non-respect des règles élémentaires de vie en colocation avec les jeunes, des respects des horaires, du règlement intérieur. Enfin, ça a été une explosion de non-respect dès les premières heures. Fumer, se droguer, enfin, toutes ces choses qu'il ne peut pas faire dans l'appartement. Il y avait aussi du non-respect par rapport au nettoyage de l'appartement, c'était très très sale. Le non-respect des heures de retour à l'appartement, par exemple. On a préféré mettre court tout de suite à ça, parce qu'il y avait déjà, dès les premières heures, un non-respect du protocole qu'on avait mis en place avec lui. Pendant ce temps-là, à Marseille, Dylan s'est rendu comme tous les matins au local du refuge pour ce qu'on appelle le point des marches. C'est obligatoire pour la centaine de jeunes hébergés, mais aussi pour les quelques 800 accueillis et accompagnés au quotidien dans toute la France, et que le refuge aide aussi bien à refaire des papiers d'identité qu'à se réinscrire à l'école ou chercher un travail. On remplit le journal de bord de Dylan, ce qui nous permet à nous, et puis surtout à lui, de savoir où il en est au niveau de ses démarches par rapport à ses objectifs. Est-ce qu'ils ont été atteints ou pas? Qu'est-ce qu'il lui reste à travailler au niveau de la santé, au niveau de l'emploi, au niveau des études, au niveau de l'administratif. Voilà, on travaille sur son projet là, vraiment. Et ça, c'est un journal qui remplit tous les matins au point des marches au local. Si t'étais tout seul, par exemple, est-ce que tu ferais ça? Non. Ah bah non. Non, je serais dans mon lit. Je m'en suis aperçu vers mes 10 ans que j'ai été homosexuel parce que je suis tombé amoureux d'un copain à moi. Donc mon père, quand il l'a su, il m'a menacé, il m'a insulté, il m'a fait des menaces, enfin, tout. Voilà quoi. Et puis après, il m'a un peu laissé tomber. Je me suis retrouvé à la rue à 18 ans. Je me suis retrouvé à la rue pendant 3 mois. Comment on vit dans la rue pendant 3 mois? On vagabonde à droite, à gauche. Toute la journée, on se pose la question, qu'est-ce qu'on va manger? Où est-ce qu'on va dormir? Et au bout de 3 mois dehors, j'ai passé une soirée chez une personne qui m'a parlé du refuge. Et je lui ai demandé ce que c'était. Exactement, et puis il m'a répondu, et là je me suis dit, demain matin, je me réveille et puis je vais au refuge. Ma première rencontre avec Céline, donc on a parlé de ce que je voulais faire, de tout ce qui était problème de santé, tout ça. Et puis elle m'a dit quelque chose qui m'a redonné un second souffle en fait. Elle m'a dit, mais concrètement, qu'est-ce que tu veux faire? Et je lui ai dit, moi, mon rêve, ce serait de reprendre mes études en mode parce que je veux devenir styliste. Et puis là, elle a fait, voilà, maintenant on y va. Et là, on s'est lancé directement. Elle a commencé à appeler mon lycée, tout ça. Elle a pris des rendez-vous. Et ça a été, on va dire, un peu le coup de cœur. Je ne m'attendais pas à ce qu'une personne me dise, oui, tu vas reprendre tes études. Si c'est ce que tu veux faire, c'est ce que tu feras. La plupart des jeunes n'ont pas de ressources et ne pourraient pas se nourrir sans l'aide d'associations partenaires. À Lille, Jean-Baptiste se rend chaque semaine au Resto du Cœur avec les jeunes hébergés et ses 2 stagiaires. Les jeunes viennent chercher les denrées alimentaires avec moi puisque je veux vraiment impliquer au maximum le jeune dans son parcours au refuge.
et qu'il accède à l'autonomie. Donc, comme n'importe quelle personne qui doit aller faire ses courses ou faire son marché, il vient avec moi chercher les denrées alimentaires et il peut en plus choisir ce qu'il veut au Resto du Cœur. On vient chercher le colis pour la semaine. Alors, à l'arrivage. on a pizza. Ah, pizza, génial. Pizza. Manu, tu vas Oui. adorer les pizzas, ouais. Oui, une chacune. Ici. Hop. C'est beaucoup moins lourd. C'est des jeunes du refuge avec qui les restos ont fait un partenariat sur des actions sur l'île. Et donc les jeunes viennent à la fois chercher ce dont ils ont droit, mais en plus donner un coup de main aux bénévoles du centre, ce qui est vraiment bien. C'est dans les deux sens en fait. Et donc ça va dans les deux sens. Nous on les aide et eux viennent aider les restos. C'est ce qu'on appelle le partenariat intelligent. Je voulais montrer aux jeunes que c'était pas gratuit et que dans la vie tout ne tombait pas comme ça et que nous aussi et eux aussi peuvent être utiles à aider les autres. Donc régulièrement, on va donner un coup de main au Resto du Cœur pour faire la distribution des denrées alimentaires. Mais la matinée n'est pas terminée. Après les Restos du Cœur, direction le supermarché pour une nouvelle leçon. On reçoit beaucoup de denrées alimentaires avec les Restos du Cœur, mais parfois il manque des apports en protéines ou tout ce qui touche l'hygiène corporelle, tout ce qui est gel douche, shampoing, tout ça, on n'a pas avec les Restos du Cœur. Au magasin, je leur apprends à faire leurs courses, puisque toujours ce qu'on vise, nous, c'est l'autonomie. Donc c'est comment il va pouvoir se débrouiller seul plus tard, quand il aura quitté le refuge. Les poires, les BO poires. Ouais. D'autres disent que c'est un légume, c'est toujours la grande question, mais normalement c'est un peu comme les tomates rondes. On part avec un petit budget d'une vingtaine d'euros, c'est à peu près 10 euros par jeune par semaine, donc après ils doivent compter le budget quand on passe à la caisse. Ils n'ont pas appris à le faire forcément avant avec leurs parents ou dans les foyers où ils étaient, parce que parfois c'était des menus qui tout arrivaient dans les foyers, où ils ont connu la rue, du coup ils mangeaient malheureusement ce qu'ils trouvaient. Donc c'est un réel apprentissage. Retour à Marseille où Christophe, le responsable de la délégation, a réuni Céline, mais aussi 2 bénévoles, Sébastien et Marion, et bien sûr Angela, la psychologue, elle aussi très impliquée. Moi, je viens ici tous les 15 jours pour participer aux réunions, en fait. Mais sinon, les jeunes, ils viennent dans mon cabinet directement. Donc, la première fois, ils viennent, c'est une formalité, en fait, pour faire connaissance et voir aussi comment ça se passe pour les jeunes. Et puis, si les jeunes ils souhaitent continuer, on peut faire un suivi psychologique. Voilà. Dylan, je l'ai vu juste quelques fois, mais oui, ça lui a permis de se décharger, on va dire, de ce qui était très compliqué, de ce qui il ne peut peut-être pas parler avec d'autres membres de l'équipe. Il sait très bien que ça reste un secret. Donc, je pense que ça lui a permis de faire confiance et de pouvoir avancer. J'ai déjà bousillé des murs, j'ai déjà cassé des trucs, mais ça a toujours été tout seul, il n'y a jamais eu personne pour y assister parce que c'est pas des moments où j'aimerais que les gens me voient, c'est pas des moments où on est censé voir une personne en fait. C'est des moments qui sont assez effrayants, assez choquants. Des fois, je frappais dans mon sac de frappe jusqu'à m'en saigner les doigts. Et sur le coup des nerfs, on capte pas sur le moment qu'on saigne. Et après, on se dit, faut pas que je montre ça aux autres. Dylan, je pense qu'il a acquis beaucoup d'autonomie, mine de rien. Enfin, après l'urgence, la rue, il y a beaucoup de points négatifs. C'est terrible de se retrouver à la rue à cet âge-là. Par contre, je pense que c'est une épreuve qu'il a su transformer en force. C'est vrai qu'ils ont toujours été là, à se poser la question de quand ça allait pas, quand ça allait pas, pourquoi, quand ça allait, qu'est-ce qui se passait de si beau dans ma vie. Donc, elle a un peu suivi ma rencontre avec Mehdi, mon copain. Et elle voulait, quand je lui ai dit que j'étais avec, elle voulait absolument le voir. C'était enfin quelque chose de beau. Moi, je serais vraiment, vraiment bien quand Dylan aura construit sa propre vie et quelque part, entre guillemets, n'aura plus besoin du refuge. Est-ce que, qu'il viendra simplement pour nous faire un petit coucou de temps en temps et puis même s'il ne revient pas, c'est pas grave, s'il est heureux, c'est le plus important. Pour accompagner ces jeunes, le refuge compte 13 salariés, dont 7 travailleurs sociaux comme Céline et Jean-Baptiste.
Le financement est assuré à 70% par votre générosité. Pour les accompagner, pour les aider à rebondir, le refuge a besoin de vous partout en France. Faites un don au refuge. On a tous besoin de vous. Je vois Jean ici. Donc on va accueillir maintenant la chorale Frisson. Bonjour, je suis Jean, on connaît aussi le nom de Jeannette. Je dirige la chorale Frisson. On va faire un morceau simplement avec les barytons, les ténors, les basses. Alors, normalement, sur ma fiche, c'est marqué SOS homophobie. Là, il voulait le dire, c'est bon. Quentin, Sophie. Bonjour. Bonjour. Alors, SOS homophobie est très heureuse de vous présenter, j'ai envie de dire malheureusement, le 20e rapport annuel 2016. Donc, des nouvelles instances ont été élues au mois de mars lors de l'AG. Donc, c'est Gilles Dehaye qui est maintenant président de l'association. Donc, comme vous pouvez le voir, SOS homophobie a été créée donc, en 1994, à 1300 adhérents partout en France, sur 18 délégations. Le propre de SOS,
c'est de soutenir, prévenir et militer. On ne cessera toujours de dire aux victimes, aux témoins d'actes homophobes, de venir témoigner sur la ligne d'écoute de SOS Homophobie, qui est anonyme. Donc, le 01 48 06 42 41. On ne cessera de dire appeler, parce que ces témoignages rentrent bien sûr en compte dans le rapport annuel. C'est ça qui fait le rapport annuel, qui est d'ailleurs le seul référentiel en France sur les actes homophobes. Donc, on voit là plusieurs actions de l'association SOS Homophobie au niveau national. Il faut savoir que pour SOS Homophobie, le respect et la tolérance de l'autre s'apprennent entre autres grâce à l'école. Et outre la participation à des festivités telles que la Semaine des Fiertés ou ce soir, à Grenoble, le fond de roulement de l'association SOS Homophobie, c'est les IMS, les interventions en milieu scolaire. Ils en sont fait plusieurs par an, il y en a une mardi prochain que Sophie et Didier vont aller faire dans Nanterre, si je ne m'abuse. Et c'est vraiment ce qui importe beaucoup aux bénévoles de Grenoble et ce qu'on essaie de développer actuellement. On voit aussi qu'il y a un gros axe de l'association qui est la prévention de la LGBT-phobie sur Internet, avec le signalement et des partenariats dont on parlera juste après. Parce qu'Internet reste malheureusement un vivier pour l'homophobie et le plus gros vivier de l'homophobie en France. SOS Homophobie, elle présente le plus possible, bon, comme a dit Quentin, pour militer sur toutes ces actions. Donc manifestations pour l'égalité des droits pour toutes et tous, les marches et fiertés, parce que les marches et fiertés ne sont pas que festives, c'est le moment de revendication, de penser aux autres personnes homosexuelles qui sont dans des pays étrangers, qui risquent leur vie, qui ne peuvent pas vivre leur homosexualité. C'est aussi dans les prises de position publique au niveau donc, du gouvernement, ressasser énergiquement toutes les revendications, la PMA pour les lesbiennes. La facilitation des papiers pour les personnes trans, Voilà. les changements d'état civil. Et beaucoup d'autres choses. Au niveau de l'actualité LGBT, l'association milite toujours, entre autres, pour l'accès à la PMA pour toutes les femmes. On voit que depuis l'adoption de la loi du mariage pour toutes et tous en France, il n'y a pas eu plus d'avancées que ça, malgré toutes les promesses et malgré tout ce qui a été mis en place. Alors que dans plein d'autres pays européens, les droits avancent. Il y a quelques jours, au Portugal, l'ouverture des PMA a été faite à toutes les femmes. En Italie, il y a encore moins de jours, ils ont eu une union civile. Donc on voit que voilà, dans toute l'Europe, ça avance. Je crois que c'est en Norvège, un des 3 pays là-haut, où le mariage religieux va être autorisé aussi. Oui, j'ai l'impression qu'il y a pas que ça, si vous dites à vos voisins. Hein? Ah. Ah, voilà. Donc ça avance de partout, sauf en France où c'est un peu compliqué de faire avancer les choses. Donc on est là. Alors, dans les partenariats, il y en a un qui est, on va dire, en buzz, comme on peut dire, SOS Homophobie est partenaire et soutient le documentaire La sociologue innocente, qui d'ailleurs a été programmé par l'association Vivre en Face cette année, à l'occasion de son festival, voilà, et qui a reçu d'ailleurs le prix du documentaire. Il y a aussi SOS Homophobie qui a participé en 2015 à l'enquête sur la bisexualité, qui est l'une des premières enquêtes
en France sur la bisexualité, qui est souvent mise de côté, souvent un peu bafouée, parce qu'on se dit on ne sait pas d'où ils viennent. Voilà. Et il y a des exemplaires de l'enquête à vendre sur le stand d'expression-phobie, si certaines personnes sont intéressées. L'expression-phobie a besoin de fric. Beaucoup. Donc ça, c'est la couverture du nouveau rapport qui est édité cette année. Donc malheureusement, on n'en a pas sous la main aujourd'hui. Il y a des soucis d'imprimeur au niveau de l'association à Paris, du siège de l'association. Donc vous pouvez les commander sur le site internet ou les commander à nos côtés, s'il vous plaît. Après. Donc, comme on le rappelle, c'est 20 années de statistiques uniques donc, en France. Les moyens, les sources multiples donc, sont la ligne d'écoute anonyme, les courriels et le chat. Ce qui ressort de cette enquête 2016, c'est que on reste toujours malheureusement dans une LGBT-phobie très ancrée dans le quotidien des gens. Donc ça va être la famille, le travail, l'entourage proche, le voisinage. Et c'est une problématique qui est très très préoccupante pour l'association parce que c'est un bain d'homophobie dans lequel les victimes sont en permanence, jour après jour. Ils vont des fois au travail la peur au ventre. C'est pour ça que l'association phobie essaie de lutter au maximum. Alors, les enfants qui défendent leur coming out, les adolescents, et qui se retrouvent à la porte de chez eux. Et on peut remercier le refuge d'exister. Alors, pour 2015, il faut savoir que le rapport, comme tous les ans, c'est le rapport édité en 2016 qui se base sur les chiffres de 2015. C'est toujours avec un an de décalage, ce qui est relativement logique. Il y a une baisse, on voit clairement une baisse. Alors, il faut savoir qu'il faut mettre un peu de côté l'année 2013 qui a été l'année de la loi Taubira, sur laquelle on a subi un déferlement de témoignages, d'actes et de paroles homophobes. Donc si on met un peu entre parenthèses 2012 où ça a commencé, 2013 et 2014 où on a un peu baissé, un peu limité de parler de l'image pour tous, on voit que depuis 2006 à 2011 et cette année en 2015, les chiffres ne changent pas, n'évoluent pas, d'où l'importance qu'on soit toujours présent au niveau national et au niveau local. Donc là, on peut voir donc, les chiffres préoccupants. On peut constater que Internet, l'homophobie, la parole homophobe, explose. Parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus facile d'être derrière son clavier et d'insulter une personne LGBT. Comme vous avez pu peut-être l'entendre, on va dire la palme d'or, si on peut dire, revient à Twitter, où les tweets homophobes ont explosé. Après, donc, on peut voir, quand on revoit les chiffres, c'est comme l'a dit Quentin, c'est vraiment l'entourage. Donc, c'est Internet, c'est la famille et le public, et le travail, qui sont là où l'homophobie, donc la lesbophobie, la néphobie, la biphobie, la transphobie, sont les plus préoccupants. C'est en substance qu'on vient de dire. Quand on parle d'une homophobie ordinaire assumée, voilà. Oui, je suis là. Non, on n'a pas eu le temps d'enquêter. Ça se voit pas? Non, ça se voit pas. Non. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure,
Internet explose, et donc Internet c'est un peu l'impunité. Peut-être quelques-uns d'entre vous l'ont lu. Il y a quelques jours, SOS Racisme, l'UEJF et SOS Homophobie ont décidé de porter plainte contre Twitter, Facebook et YouTube pour non-respect de leur obligation de modération sur une dizaine de jours, sur 10 jours exactement. Il y a eu 586 contenus racistes, antisémites, négationnistes, homophobes, faisant l'apologie du terrorisme ou de crimes contre l'humanité. Sur ces 586 contenus haineux signalés, seuls 4% ont été supprimés par Twitter, 7% par YouTube, et si on peut dire le bon élève, Facebook, qui a enlevé 34% de ses tweets, de ses posts. Bon, alors, LGBT-phobie, comme j'ai 4 spécificités, le but de l'association, c'est d'adapter son langage à chaque phobie pour pouvoir cibler un peu plus les préventions et militer plus efficacement. Donc, elle, pour lesbophobie, la recherche de l'association, c'est la PMA pour tous et combattre le sexisme en plus de la lesbophobie, parce qu'en général, c'est deux discriminations qui sont un peu liées. G pour gay, arrêt de discrimination pour le don du sang, pour les gays et les bisexuels, entre autres, car la loi actuelle est tout à fait inadaptée. Elle requiert 1 an d'abstinence sexuelle avant de pouvoir donner son sang, même si le droit est ouvert en ce sens dans la réalité des faits. Qu'on soit homosexuel, bisexuel, hétérosexuel, il y a beaucoup de gens qui font un an d'abstinence pour donner leur sang. B pour biphobie, l'association parle d'une double peine. La double peine car les personnes bisexuelles peuvent être dénigrées parfois tant par les hétérosexuels qui les voient comme des homosexuels ou par des homosexuels qui peuvent les voir comme des homosexuels refoulés. Voilà. C'est des discours qu'on entend encore actuellement de la part des deux sexualités. Et T pour transsexuel, pour transphobie, pardon, avec la simplification du changement d'état civil pour les personnes trans. C'est un des grands buts de l'association actuelle. On va revenir sur le chiffre de l'homophobie dans les deux publics, donc 34%. Donc il n'est pas besoin de se cacher pour les agresseurs. C'est une homophobie banalisée et revendiquée et assumée à ce jour. 67% d'homophobie, de proximité et d'ordinaire, c'est toutes les sphères du quotidien, donc collectif, dont tu parlais tout à l'heure, donc les lieux de travail, la famille, l'entourage, les voisins. Pour la politique, on a parlé à peu près de tout. On va juste un peu spécifier la politique de lutte contre l'LGBTphobie à l'école. Donc SOS Homophobie a créé un outil pédagogique qui s'appelle un carnet contre l'homophobie, qui est un dossier qui est remis aux établissements scolaires et qui donne des clés pour les enseignants, sans qu'il y ait forcément un représentant de l'association qui vienne. Ils peuvent déjà avoir les premières clés pour pouvoir répondre face à une problématique d'homophobie, de biphobie ou de transphobie qui pourrait survenir dans l'établissement scolaire. Voilà, histoire d'être un peu réactif, en attendant qu'on puisse aller faire vos IMS dans l'établissement. Surtout de sensibiliser les plus jeunes à la lutte contre les LGBT. C'était ce qui se passe à la vie. On s'en fiche un peu. S'il y a des questions, Des précisions. des précisions, Des améliorations. Merci SOS Homophobie. Je peux faire une petite.
Je constate que donc les chiffres reviennent au même niveau qu'il y a 3-4 ans. On se rend compte que l'agitation qu'il y a eu pendant la loi Taubira, comme je l'ai dit au début de la soirée, notamment par les droites les plus extrêmes et les intégristes, le seul résultat, c'est de faire augmenter les violences homophobes, qu'elles soient physiques ou verbales, ou de toutes sortes qu'elles soient. Donc, la nécessité d'avoir des débats apaisés, de ne pas utiliser l'avancée des droits pour des questions politiciennes un peu, je vais dire, dégueulasses. Voilà, c'est la seule chose que l'on gagne, c'est la souffrance notamment des plus jeunes. Comme on voit, le groupe président de région qui, pendant la campagne régionale, était assez à côté du candidat Front National à une manifestation de la manif pour tous. Cela, personnellement, m'inquiète beaucoup. Je crois qu'on est beaucoup à s'inquiéter de la chose sur ces paroles joyeuses. Je pense que c'est le moment de revoir chorale. Merci. participer aux événements pendant... Vous appelez ça la semaine des fiertés, mais en fait ça dure presque 15 jours, un peu de trucs. Voilà, 13 jours. Voilà, maintenant il y a un moment qui va être hyper fédérateur, c'est le moment de l'apéro, donc ça se passe dans le hall, je crois qu'on est direction.